Bonjour à vous et bienvenue aux 45 minutes chrono de l'Association du paiement. Je suis Sophia Briouel et nous vous proposons pour la dernière chronique juste avant l'été, cette 22e chronique sur le sujet de l'open banking. C'est avec vous, participants, que nous allons nourrir le débat. Alors sentez-vous libre de poser toutes vos questions. Pour cela, je vous invite à utiliser le bouton questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran et faites vos remarques. Dites-nous bonjour dans le chat qui est prévu à cet effet. Je crois que vous cliquez sur converser. Comme vous le savez, le sujet de l'open banking, ce système bancaire ouvert, est devenu une obligation pour les banques depuis janvier 2018 et donc c'est apparu dans la deuxième directive européenne des services de paiement. L'open banking désigne effectivement l'ouverture des systèmes d'information des banques, impliquant notamment le partage des données de leurs clients avec des tiers. Alors, ce partage de données se fait par le biais d'API. On va en parler durant toute la durée de cette chronique. Ces fameuses interfaces de programmation que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité que la banque. Alors, peu à peu, l'ensemble des acteurs du secteur auront la possibilité de se connecter aux banques pour créer toute une gamme de services au sein de leurs propres applications. Alors, où en est-on? Quelle mise en place en Europe? Quels sont les modèles? Ce soir, nous posons toutes nos interrogations avec nos deux invités. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea. Bonsoir, Andrea. Bonsoir, Sophia. Bonsoir à tous. Donc, vous, Andrea, vous êtes directrice études et prospectives et formation au sein de la société Partelia. Partelia, un cabinet de conseil monétique et paiement qui existe depuis plus de 10 ans. Oui, tout à fait. Bonsoir à vous, Jacques. Bonsoir du Luxembourg. Voilà, vous êtes CEO de la société LuxHub au Luxembourg, basée au Luxembourg, et vous mettez à la disposition de l'écosystème financier et digital une plateforme d'API centralisée destinée à aider les banques et les établissements de monnaie électronique à se mettre en conformité avec les exigences de la DSP2. Oui, ça c'était notre première activité, mais je reviens plus tard aussi aux nouvelles activités qu'on a élaborées. Très bien, avec plaisir. Alors, on est là ensemble ce soir pour 45 minutes, peut-être un peu plus. Bien sûr, on prendra le temps de répondre à toutes les questions de nos participants. L'idée, c'est vraiment de partir un peu de où est-ce qu'on en est en France sur le sujet de l'open banking et de redescendre et d'avoir une vue globale, puisque Andrea, ici présente, a rédigé une étude que vous recevrez par mail après cette chronique. Alors, Andrea, justement, première question, elle est pour vous. Où en sommes-nous en France depuis ces quelques années après la DSP2 sur le sujet de l'open banking d'un point de vue assez global pour l'instant? Merci Sophia pour cette question. Peut-être une première réponse à vocation de recontextualisation. Donc, comme vous l'avez mentionné en introduction, il est vrai qu'il faut quand même repositionner le sujet de l'open banking en lien avec ce qui se passe en Europe. Et il faut bien avoir en tête qu'en Europe, l'open banking est une évolution réglementaire, donc qui est directement liée à la deuxième directive sur les services de paiement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres régions du monde, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, partant de ce constat, il y a un premier niveau d'appréhension du sujet qui a naturellement émergé dans la totalité des États européens, c'est le sujet de la mise en conformité, puisque comme c'est une évolution réglementaire, il y a bien évidemment une obligation de compliance qui s'impose. Néanmoins, on a très vite vu en Europe une diversité d'approches sur le sujet de l'open banking, avec des pays qui ont été très proactifs sur le sujet dès 2018, donc que ce soit au niveau des entités financières ou des acteurs des paiements de la place. Je pense par exemple à des acteurs comme LuxHub au Luxembourg, Jacques y reviendra. On peut également penser aux banques espagnoles ou encore à des acteurs positionnés dans le domaine de la monétique comme SIPS au Portugal. Pour ce qui est de la France, la démarche a été peut-être un peu plus progressive sur le sujet de l'open banking, puisque comme vous le savez, en France, on a une grande culture de la sécurité et rapidement, l'open banking a posé plusieurs interrogations. Donc, l'une d'entre elles, et la plus importante, est le sujet de la sécurité. Donc, pour les acteurs bancaires et plus généralement pour l'écosystème des paiements français, la priorité a été de sécuriser ce partage de la donnée, donc de vraiment assurer que finalement, cette évolution vers l'open banking ne va pas remettre
en question un modèle en matière de paiement qui a déjà fait ses preuves en termes de sécurité et de confiance à l'égard des consommateurs finaux. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième élément qui vient expliquer cette approche progressive de la France à l'égard de l'open banking, c'est l'aspect concurrentiel, où finalement, pour beaucoup d'entités financières en France, l'open banking est apparu comme une façon finalement de renforcer la concurrence à l'égard des nouveaux entrants et donc peut-être une remise en cause de la prédominance des entités financières entre guillemets traditionnelles au sein de l'écosystème des paiements. Et enfin, un troisième élément qui vient expliquer cette approche progressive, c'est finalement l'aspect systémique, où finalement on se dit que d'un point de vue un peu plus prospectif, l'open banking aboutit à une remise en cause des modèles existants et donc en quelque sorte ça peut finalement faire apparaître de nouveaux risques. Donc on retombe toujours sur le sujet de la sécurité qui est un petit peu le fil conducteur et le socle en termes d'écosystème des paiements en France. Néanmoins, il faut recontextualiser les choses. Les banques françaises et l'écosystème des paiements français ont fait beaucoup de progrès sur l'approche à l'égard de l'open banking. On le voit notamment avec les travaux de Stet sur ce sujet, mais pas seulement. On voit que les entités financières en France ont de plus en plus intégré cette approche opportuniste à l'égard de l'open banking et on peut dire que finalement, dans les prochains mois, les prochaines années, on va voir, je pense, des positionnements relativement intéressants sur ce sujet, que ce soit dans le domaine du B2C, mais également et surtout dans le B2B, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs de la demande qui ont manifesté un intérêt à l'égard de cette évolution. Je pense par exemple aux trésoriers d'entreprise. Et l'open banking est de plus en plus perçu également comme un asset permettant d'accélérer la digitalisation des flux au niveau du B2B. Donc, ce sera également un grand sujet à suivre en Europe et également au sein de l'écosystème français. Merci beaucoup, Andrea. Alors justement, Jacques, ça serait bien d'avoir vous, comme vous êtes au Luxembourg, on va vous demander votre regard sur le marché français. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager sur cette question de l'open banking globalement? Allumez votre micro, Jacques. Oui, merci. Au niveau, pour revenir aussi, moi je vois ça beaucoup plus européen. On doit dire que c'est aussi de forcer tout un marché européen à s'ouvrir, comme Andrea l'a bien mentionné. Ça a aidé beaucoup, ça a laissé bouger beaucoup. Il y avait du rêve qu'en 2020, les agrégateurs auraient déjà une super concurrence par rapport aux banques. It didn't happen. Ça prend quand même un peu plus de temps. Maintenant, au niveau français, c'est que nous, on a aussi des clients français, des banques françaises qui font la compliance PSD2 avec nous. Et au niveau France, il y a, comme Andrea l'a mentionné, il y a l'initiation STET. Luxembourg fait aussi partie du working group par rapport à la définition de ces standards avec STET. Et par contre, ça reste un petit standard européen. Si on regarde, maintenant, c'est comme un prédominant, c'est le Burning Group qui va. Maintenant, les deux sont en train de rapprocher, mais c'est assez technique, cette partie. Il faut savoir que c'est un truc réglementaire et les banques doivent le faire. Et je suis très content de ça. D'abord, c'est la raison d'être de Luxembourg, sinon on ne serait pas là. Mais c'est aussi un enabler, comme la sécurité, bien sûr, comme Andrea a dit, c'était la raison la primaire pour la DSP2, c'est en français, ou la DSP2. Mais c'est aussi foster innovation. Et je vois là, fait vraiment, au niveau français, il y avait aussi déjà différents TPP qui étaient actifs. Je crois que la partie open banking, l'avance que la France avait avant la PSD2 au niveau open banking, elle était assez importante aussi la France et l'Espagne et l'Allemagne, qui avaient aussi déjà vraiment un open banking avant la DSP2. Et maintenant, après, ce qui est en France, les grands compétiteurs ont été rachetés par les banques et ça a un peu, ça a aidé les grandes sociétés on va maintenant partager le knowledge des différentes sociétés qui ont été rachetées. Mais en général, je vois qu'en France, ça bouge au niveau au niveau open banking en général, comme partout en Europe. Si on regarde maintenant, pour moi, c'est vraiment le pays open banking, ce sont les Pays-Bas. Je crois que là, ils sont vraiment, vraiment loin. Au Benelux en général, c'est pas du tout mauvais. Mais c'est qu'on doit aussi dire que maintenant, si on parle
Et moi, j'ai discuté avec beaucoup d'acteurs européens. Quand on parle en général de open banking, on parle de son marché. On a vraiment, moi, je viens de Luxembourg, on est petit. Dès qu'on est un tel truc, on parle de façon européenne. Et si on parle avec un acteur allemand ou un acteur français, c'est vrai concentré. Comment leur marché est déjà tellement grand qu'ils peuvent vraiment penser à ça et oublient qu'ils ont beaucoup plus, à cause de la DSP2, ils ont vraiment aussi une énorme opportunité européenne d'agrandir leurs services à d'autres. Et comme André a bien décrit, je crois qu'à l'instant, il y a une forte concentration dans le B2C au niveau des compétiteurs, mais je crois que les plus grands changements vont être dans le B2B avec le open banking dans les prochaines années. Merci Jacques. Donc vous, membre de STET, et puis vous imaginez en tout cas effectivement des grandes opportunités B2B aussi. Avant de rentrer un peu dans ce détail-là, j'aimerais savoir quand même au départ, l'open banking était quand même perçu comme une menace. Quel est l'état d'esprit de la France? Parce qu'Andrea, vous nous dites que voilà, on est dans une dynamique progressive. Quel est l'état d'esprit de la France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'état d'esprit de la France au niveau de l'open banking, c'est quand même une évolution vers l'identification des opportunités. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné de l'approche prudente, puisque voilà, des travaux ont été réalisés, que ce soit à l'échelle individuelle ou dans le cadre de réunions de place sur la structuration des API. On a vu des prises de position assez importantes de certaines entités financières sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que là, on a quand même franchi un cap. Aujourd'hui, on voit que les entités financières souhaitent vraiment identifier les opportunités de l'open banking. On recense également de plus en plus d'intérêt des acteurs de la demande à l'image des trésoriers d'entreprise et des retailers pour ce type de dispositif, en sachant qu'il faudra quand même franchir un cap décisif au sein de l'écosystème français, c'est le cap de l'information et de la pédagogie, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la demande qui ont encore du mal à connaître les tenants et les aboutissants de l'open banking et qui s'interrogent beaucoup sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il va falloir aussi faire un travail d'information et de pédagogie à l'égard de ces acteurs-là. Et on recense aussi, toujours dans le domaine du B2B, cet intérêt croissant pour finalement l'identification des opportunités de l'open banking dans le contexte de la digitalisation des flux, d'autant plus que si on recontextualise ces travaux à l'échelle de l'Europe des paiements, on a un sujet en cours qui est l'avènement du request to pay, qui a également un poids dans le domaine du B2B. Donc, logiquement, on s'interroge aussi sur la façon dont l'open banking peut venir enrichir ces flux transactionnels liés au corporate. Si on s'éloigne un petit peu du sujet purement opérationnel et qu'on a une lecture un petit peu plus stratégique de ce paradigme, on peut dire que finalement, il y a beaucoup d'entités financières qui intègrent aussi l'open banking au niveau de leur réflexion sur l'évolution de l'écosystème européen des paiements et qui ont de plus en plus la volonté de travailler sur ce sujet-là parce que c'est perçu aussi comme un moyen finalement de renforcer une forme d'inventivité et de créativité qui est susceptible de renforcer le rôle des entités financières par rapport à la concurrence qui émane de l'international, notamment les acteurs de l'Internet qui viennent avec des solutions à valeur ajoutée, customer-centric, et avec une technologie avancée. Donc, on voit que l'open banking est de plus en plus perçu aussi comme un asset au sein de la globalisation des paiements et de cette concurrence qui se développe de plus en plus. Un dernier exemple en date, l'acquisition de Tink par Visa, qui étaye ce propos. Donc, je pense qu'il y a finalement une lecture peut-être de plus en plus stratégique de l'open banking au sein de l'écosystème des paiements français, en sachant que bien évidemment, il y a quand même des caps à franchir en termes d'information, de pédagogie et aussi sur l'harmonisation d'une vision totalement pan-européenne sur ce sujet-là, mais on aura l'occasion d'en parler par la suite. Merci beaucoup, Andrea. Vous voulez rebondir, Jacques, sur cette question? Oui, bien sûr. Je crois que d'abord, il faut dire que pourquoi c'était vu en tant que menace. Il faut aussi se rappeler que toutes les banques doivent répondre à l'exigence DSP2 et même les petits banques qui ont aussi des comptes de paiement. Et pour eux, c'était vraiment une menace parce que c'était une partie réglementaire supplémentaire, un investissement important pour ces petits banques. Seulement parce qu'on oublie souvent les petits banques qui ont en fait les mêmes obligations légales que les grands acteurs. Pourquoi les banques avaient vu la DSP2 en tant que menace? Parce que, en fait, les banques ne sont pas les plus innovateurs. Si on regarde maintenant les derniers 20 ans, ils n'ont pas trop innové, mais ils ont digitalisé des services existants. Et ça, c'est vraiment un changement d'esprit
qui doit venir maintenant. J'ai vu ce matin aussi un API strategist d'une banque. C'est un nouveau titre qui n'existe pas encore partout dans les différentes entités ou institutions financières. Et aussi, la banque, à l'instant, c'est souvent un silo. Et maintenant, c'est plutôt des tendances qui sont décentralisées et désintermédiarisées aussi. Maintenant, c'est possible que demain, il y ait un nouveau moyen de paiement qui arrive pour leur clientèle et ils n'étaient pas au courant. C'est quelque chose qui fait un peu peur et c'est contre la culture des banquiers. Et ce qui fait aussi beaucoup, pas peur, mais ils ne savent pas encore le gérer, c'est que, en fait, dans le monde de open banking, en fait, la clientèle, le business, ils veulent avoir des solutions multibancaires. Out of the box. Ça veut dire, si on veut vraiment créer la valeur en tant que banque à son client, il faut s'allier avec ses compétiteurs et offrir une solution multibancarisée à son client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans l'esprit des différents banques qui ont quand même dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon client? Mais c'est la question, qu'est-ce que nous on peut faire pour notre client? Sinon, le client va changer de banque. Et ça, c'est vraiment un changement d'esprit qui doit se faire. Et en plus, c'est aussi la disponibilité 24/7 et la partie opérationnelle que l'open banking impose, ce qui les fait. Ils ont peur de cette partie. Mais moi, j'ai cité maintenant 3-4 points qui changent brutalement la culture bancaire des dernières 50 ans. Et c'est ça, le change fait toujours peur, le changement culturel, mais c'est aussi une opportunité pour créer des nouveaux produits ou des nouveaux services à cause de l'open banking. Ça veut dire, jusqu'ici, on parle au niveau open banking, c'est toujours, moi, en tant que banque, je dois partager des données avec quelqu'un. Mais c'est aussi, moi, je peux offrir des services que j'ai en interne à quelqu'un d'autre, au fintech, par exemple. Et c'est ça c'est un point que les banques, souvent, n'ont pas encore sur le radar. Je crois que c'est aussi la partie collaboration de se mettre d'accord sur un standard, de se mettre d'accord sur une interface, et pas standardisée, mais une interface entre différents acteurs où on peut vraiment créer de la valeur au niveau de Open Banking. Merci beaucoup, Jacques. C'était très clair. En tout cas, merci d'avoir donné votre point de vue, vous, en tant que luxembourgeois. Alors, c'est très bien, on a fait le point un peu sur la France, mais concrètement, ça serait intéressant, Andrea, et on apprécie beaucoup avoir un regard plutôt pan-européen. Alors, quel est l'état des lieux en Europe? Quelle variété? Peut-être même une question pour vous, Jacques, et dans le reste du monde. Alors, Jacques, d'abord, peut-être pour vous, comment est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette étape en Europe? Où est-ce qu'on en est? Oui, bien sûr. En fait, on a du retard par rapport aux ambitions que différents acteurs avaient. Et ça, quand même, on est rentré en tant que les fintech dans un nouveau cadre réglementaire. Ça veut dire les challengers. Et en général, les fintech étaient au début, au moins, maintenant, ça c'est en train de s'améliorer, plus tech que fin, on dit comme ça. Et on a cru que tout est possible. Et maintenant, on est aussi des entités réglementées par la DSP2 et on doit se déjà organiser par rapport à ce point. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, c'est que nous, on voit que dans les pays, en fait, les plus grands agrégateurs sont les banques eux-mêmes. Ça veut dire, parce qu'eux connaissaient bien ce cadre et eux agrègent leurs compétiteurs. Ça veut dire on va beaucoup, au niveau européen, la possibilité d'agréger les compétiteurs dans sa banque. Et là, ça devient très intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment la compétition entre les différents banques qui a la meilleure expérience client et qui peut tirer ou présenter le meilleur service sur base des données de ses compétiteurs. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, ça, c'est le premier contexte. Et le deuxième contexte, on voit qu'il y a deux possibilités dans la DSP2, c'est la partie paiement et la partie d'agrégation. Maintenant, au niveau de la partie d'agrégation, on voit qu'il y a encore beaucoup de faire au niveau de la qualité des données que les banques mettent à disposition. On est loin d'être parfait au niveau européen et il y a beaucoup à faire. Et c'est aussi maintenant, c'est le régulateur qui a pris ça en considération et pousse vraiment les NCA, les National Competent Authorities des différents pays, membres de la communauté européenne,
de pousser leurs banques de faire un peu speed up, d'aller un peu plus rapide sur ça. Ça veut dire en général, c'est aller plus long. C'est plutôt la partie AISP où il existe, on essaye. Au niveau paiement, c'est que c'est pas paiement euro à l'instant qu'il a. Maintenant, si on parle maintenant vraiment des paiements B2B, des bulk payments et toute sa partie, au niveau de l'application, la multi-authentification et toute sa partie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on a l'impression que tout le monde attend la nouvelle version des RTS de la PSD2. Que la politique, de nouveau, doit prendre ça dans ses mains. Merci Jacques. Oui, je comprends effectivement que la régulation est un peu différente dans les différents pays de l'Europe. Donc, bon, écoutez, merci. Andrea, peut-être nous donner quelques exemples que vous avez cités d'ailleurs dans votre étude, des exemples de pays et pour lesquels donc l'open banking a un modèle un peu différent de celui de la France ou peut-être complémentaire ou similaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager, quelques exemples? Oui, tout à fait. Alors déjà, on observe sur ce sujet de l'open banking, comme sur d'autres sujets phares de l'écosystème, à l'image de l'instant payment, une variété d'approches au niveau de l'Europe. Donc, on peut distinguer tout d'abord une catégorie de pays qui sont très en avance sur ces sujets. Je pense par exemple à la Suède. J'ai cité tout à l'heure l'acteur Tink. Donc, on sait que c'est un acteur référent dans le domaine de l'open banking. Et de plus, il y a une culture en termes d'usage et d'habitude en Suède qui est propice à l'adoption de ce type de modèle basé sur l'ouverture et la modernité. Autre pays très en avance sur le sujet de l'open banking, alors il ne fait plus partie de l'Europe politiquement, mais géographiquement, il est quand même associé à notre continent, c'est le Royaume-Uni. Donc, d'après les professionnels britanniques que j'ai pu interroger dans le cadre de cette étude, le Royaume-Uni a 5 ans d'avance par rapport à l'Europe continentale sur l'open banking. Donc, le pays fonctionne à près de 90% à partir des API, selon les données d'Open Banking Expo, qui est un acteur référent dans le domaine de l'open banking au Royaume-Uni. Et donc, cette avance, elle est liée à plusieurs aspects. Donc, tout d'abord, l'historique en matière de fintech au Royaume-Uni, puisque les fintech, comme vous le savez, sont arrivés beaucoup plus tôt au Royaume-Uni par rapport à l'Europe continentale, et également le positionnement du régulateur britannique, le FCA, qui s'est installé très vite dans une approche collaborative avec cette typologie d'acteurs, ce qui a constitué un terreau favorable à l'émergence de ce type de modèle. Après, on a une autre catégorie de pays qui sont des pays qui sont moteurs et qui identifient les logiques opportunistes qui sont liées à l'open banking, donc opportunistes bien évidemment au bon sens du terme. Donc ce sont des pays qui se sont montrés très agiles et qui ont très vite franchi le cap de l'open banking. Donc c'est le cas du Luxembourg. Je ne vais pas y revenir puisque Jacques est plus légitime que moi pour en parler, mais il y a d'autres zones également qu'on peut évoquer. L'Espagne, avec des banques espagnoles de renom telles que Banco Santander, BBVA ou encore la Caixa, qui ont très vite lancé leurs propres API et qui ont identifié l'open banking non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité pour accélérer cette ouverture à de nouveaux usages, à de nouveaux modèles et se positionner dans une logique de partenariat stratégique de façon à renouveler les modèles et les services existants. Il y a également le Portugal qui s'est positionné très vite sur le sujet de l'open banking grâce à l'acteur monétique local SIPS qui a lancé en février 2019 son API, SIPS API Market, donc logique de place sur le sujet de l'open banking et une plateforme qui est aujourd'hui compatible avec 90% des comptes bancaires au Portugal, ce qui est quand même un beau chiffre. Après, il y a quand même un bémol sur ce pays-là, c'est la nécessité d'effectuer de la pédagogie à l'égard des consommateurs finaux pour les intégrer à ces évolutions, puisqu'ils ne sont pas forcément très matures sur ces nouveaux usages digitaux, contrairement à d'autres pays européens. Donc, il y a là une difficulté que néanmoins l'écosystème des paiements portugais a déjà identifié et commence à y travailler grâce à son plan stratégique 2020-2022. Et après, on a une autre catégorie de pays qui est un peu plus progressive sur le sujet de l'open banking. C'est le cas de la France que j'ai cité tout à l'heure, avec tout d'abord une approche un petit peu prudente et aujourd'hui et de plus en plus une approche opportuniste. Et également les pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas forcément le même niveau de maturité sur l'approche fintech, nouveaux usages par rapport à des pays d'Europe de l'Ouest, mais qui souhaitent quand même se démarquer. Et j'aimerais citer ici l'exemple de la Pologne. Comme vous le savez, la Pologne est l'un des pays qui a rejoint récemment l'initiative EPI avec Bank Polski et on voit que la volonté, c'est quand même d'accélérer aussi sur ces sujets-là. Donc,
je pense qu'on va voir des initiatives intéressantes dans les prochaines années au sein de l'Europe continentale dans ce domaine. Merci Andrea, c'est intéressant. Et puis bon, quand les participants prendront connaissance de l'étude, je crois que vous avez donné d'autres exemples, peut-être dans le reste du monde. Qu'est-ce qui se démarquerait là en termes justement de mise en place de l'open banking? Alors, dans le reste du monde, il faut distinguer aussi différentes catégories de zones géographiques et il y a différentes approches en fait qui cohabitent. Alors, tout d'abord, des approches qui émanent de la réglementation ou de la régulation, comme c'est le cas par exemple en Europe. Donc, dans cet univers-là, on a des zones comme le Brésil où en fait l'open banking au Brésil est vraiment piloté par la Banque centrale brésilienne et est perçu comme une opportunité de moderniser les usages dans le sens du digital et aussi de constituer un marché qui soit un peu plus favorable à l'émergence de nouveaux acteurs. C'est vraiment un souci pour la Banque centrale brésilienne de renforcer finalement l'évolution du secteur dans le sens de l'ouverture. D'ailleurs, l'open banking qui a été adopté très récemment, puisque ça date de 2020, est arrivé de façon concomitante avec le lancement d'une solution d'instant payment baptisée Pix, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, on voit que finalement, toutes ces briques constituent un nouveau chapitre, si j'ose dire, dans la stratégie de l'écosystème financier brésilien. Autre exemple, cette fois avec une stratégie qui émane un petit peu plus du terrain, les États-Unis, où là, on a plutôt des initiatives stratégiques du côté des acteurs pour se positionner dans le sens de services à valeur ajoutée et dans un paradigme d'ouverture. Donc, globalement, on peut dire que l'open banking est adressé de façon relativement distincte dans les régions du monde et que ça va finalement complexifier le développement d'une approche totalement globalisée d'un point de vue harmonisation à l'échelle internationale. Alors justement, Andrea, comme vous abordez cette question justement de global, parlons de standardisation des API. Alors, est-ce que la standardisation des API par la régulation, comment c'est perçu en fait par l'écosystème? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a compétition? Jacques, peut-être une question pour vous, on en profite et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir. Et en fait, moi je suis absolument fan de standardisation parce que au niveau utilisation, c'est le seul chemin à y aller. Hein, il faut y aller. Par exemple, chez nous, chez Luxab, on a standardisé, par exemple, seulement les Securities Profiles, comment utiliser les API. Avant qu'on les utilise, c'est que la partie autorisation technique. Hein, et ça représente déjà un tel avantage pour les TPP, parce qu'à l'instant, si on agrège 30 banques, on a 30 chemins différents seulement pour attaquer l'API. Et ça, c'est compliqué. Et voilà. Et là, la standardisation représente un grand problème. Au niveau maintenant de la standardisation de l'API elle-même, je crois qu'en Europe, ce n'était pas défini dans la DSP2 vraiment comment doivent être les API DSP2. Maintenant, il y a des working groups au niveau de l'EBA et on y travaille. Mais à l'instant, chaque banque a son API. Il existe bientôt, bien sûr, les standards STAT et les standards Bulling Group, mais ce sont des frameworks. Sachant que dans la DSP2, en fait, la banque doit mettre à disposition tous les services qu'elle offre aussi, à travers des API qu'elle offre aussi dans leur e-banking respectif. Et ça, c'est différent par banque. Hein. Il y a parfois des informations supplémentaires qui sont disponibles, le solde actuel, le solde de soir. Voilà. Et c'est-à-dire, chaque API est différent. Et ça complique bien sûr la chose. Et je reviens sur ma remarque de la dernière question, c'est que en fait, si quelqu'un utilise une API d'une banque, il veut l'utiliser pas seulement une, mais il veut utiliser un marché complet. Maintenant, si le marché luxembourgeois, c'est le marché français, ou tout simplement le marché européen. Et là, il y a vraiment un problème, et c'est il y a différents acteurs, et Luxembourg fait partie, qui ont créé une API et qui fait toute la partie de onboarding et qui essaye de standardiser sur quelque chose qui n'est pas standardisé, on peut le dire comme ça, afin d'aider les banques à innover plus facilement et ils ne doivent pas s'occuper de ça. Parce que c'est vraiment tout le monde qui doit faire la même chose et c'est le temps pour la mutualisation. Mais en fait, le travail que maintenant les différents acteurs font en Europe, dont Tink et d'autres, il était non nécessaire parce que c'est seulement parce que les régulateurs n'ont pas imposé un standard. Maintenant, il faut aussi savoir que normalement, un régulateur ne connaît pas le mieux le marché et en général, c'est bien que le marché trouve lui-même un accord pour se faire. Maintenant, ce sont les initiations STAT, Bulling Group ou Open Banking UK qui sont là. Maintenant, pour revenir avec Open Banking UK, tous les TPP
UK n'ont plus le droit d'accéder aux API PSD2. Hein? Ça veut dire que les certificats ne devraient plus fonctionner. Et alors, ils sont en train de se rallier avec des TPP européens pour utiliser quand même les API. Ça, c'était vraiment un constat qu'on a vu le 1er janvier 2000, au moment où l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Maintenant, seulement aussi au niveau standardisation, on assiste maintenant la Suisse de créer un standard en Suisse pour le Open Wallet. Ça veut dire que ça fait aussi partie de Open Banking. Et là, vraiment, ça, c'est une initiative vraiment du marché. Il n'y a pas de réglementation où il y a les différents acteurs qui se mettent ensemble et définissent un standard d'un use case où tout le monde est win-win-win. Et la grande différence entre la partie, maintenant, l'exemple suisse ou d'autres pays et Europe, c'est qu'en Europe, c'est compétition et collaboration se base des API. Et au niveau des pays non réglementés, c'est que de la collaboration. Voilà. Et si c'est que de la collaboration, c'est beaucoup plus facile de trouver un accord. Mais si de la compétition, les banques ont tendance vraiment, parfois, chacun fait sa petite soupe et on y va. Merci beaucoup, Jacques. Revenons rapidement sur justement la France. Dans votre étude, Andrea, vous parlez de structuration. Comment la France va-t-elle se structurer par rapport à l'Europe? Quel est le rôle de l'écosystème dans sa mise en œuvre? Alors, je pense justement, ça fait le lien avec ce que Jacques vient d'évoquer sur la question précédente. Il y a un point qui est important à mon sens, c'est le sujet de la standardisation des API au niveau européen. Il n'y aura pas de vision et de stratégie en matière d'open banking en Europe sans cet aspect-là. Et j'aimerais insister sur le fait que c'est quand même un sujet qui est identifié comme prioritaire, que ce soit au niveau des institutions ou au niveau du terrain. Il faut quand même avoir en tête sur ce sujet qu'il y a déjà des travaux en ce sens. Je pense par exemple aux échanges entre State et le Berlin Group. Mais il va falloir bien évidemment aller un petit peu plus loin pour que l'open banking soit, d'un point de vue purement fonctionnel, une réalité sur le continent européen. En termes de standardisation également et de peut-être d'émergence d'une vision pan-européenne sur le sujet de l'open banking, c'est bien évidemment un objectif et j'aimerais insister sur le fait que c'est une condition également sine qua non de la réussite de la prochaine étape qui est d'ores et déjà identifiée par les institutions, à savoir l'open finance. Et bien évidemment, c'est une approche qui va devoir se faire de façon progressive, puisque chaque pays, vous l'aurez compris, a ses propres habitudes, ses usages et également ses modèles monétiques en matière de paiement, donc pas forcément la même lecture sur ce sujet stratégique de l'open banking. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même un aspect vertueux qu'on identifie de plus en plus, c'est le fait que l'open banking arrive à un moment où finalement la structuration de l'Europe des paiements est dans une phase sensible, si j'ose dire, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'interrogation par rapport à Visa, Mastercard, mais pas seulement, et de plus en plus par rapport aux acteurs de l'Internet. On le voit aussi avec l'accélération de projets opérationnels comme EPI, qui n'est pas la première tentative, rappelons-le, dans le domaine de la constitution d'un scheme européen en matière de paiement, puisqu'il y avait déjà eu auparavant le projet Monnaie. Donc finalement, l'open banking vient s'intégrer, si j'ose dire, de façon naturelle dans cette galaxie de projets qui viennent supporter, si j'ose dire, l'Europe des paiements et la renforcer dans une concurrence qui se veut désormais internationale. Donc je pense que finalement, tout ça va participer au renforcement de l'harmonisation européenne dans le domaine de l'open banking, d'autant plus que l'intérêt des acteurs, et Jacques l'a souligné en première partie de cette chronique, ça va être de favoriser aussi l'émergence d'acteurs européens, de champions, de leaders dans le domaine du numérique et dans le domaine du paiement qui soient susceptibles de rivaliser avec des acteurs qui sont par essence dans une logique internationale. Super, merci beaucoup Andrea. Je voyais qu'on avait pas mal de questions et de remarques, donc je pense qu'on va prendre quelques instants quand même, puisque nos participants jouent le jeu. Alors je vous propose d'abord de vous partager les remarques de Philippe Coiffard. Philippe Coiffard, donc les banques françaises n'ont pas eu une approche ni une vision européenne des paiements dans toutes les déclinaisons des produits SEPA. Elles espèrent pouvoir défendre leur prêt hexagonal face à toutes les menaces extérieures comme PSP, Open Banking, etc. Et donc, il ajoute que oui, sur la qualité des données, en rebondissant à vos propos, Jacques, et cela vient essentiellement de l'ISO 20022, norme que les banques n'ont pas anticipée au niveau des besoins, des perspectives quant à ces partages de données.
J'ai un spectateur anonyme qui nous pose la question, qu'est-ce qui explique au final le retard en France? Est-ce que c'est la vision, la culture des usages, la pression des banques? Est-ce que déjà vous voulez rebondir par rapport à ces remarques et à cette question? Alors, je vais me permettre juste de répondre à Philippe Coiffard sur la première remarque sur le fait que les banques françaises n'ont pas une approche ni une vision européenne des paiements. J'aimerais quand même nuancer un petit peu parce que quand on regarde le plan stratégique 2019-2024 du Comité national des paiements scripturaux, l'Europe est quand même le pilier numéro 3 de mémoire de ce plan stratégique, promotion d'une Europe des paiements, souveraineté européenne. Donc, je pense que, au contraire, l'Europe est quand même dans la roadmap, si j'ose dire, de l'écosystème des paiements français. À titre de comparaison, dans d'autres pays qui ont la même logique de forum pour les systèmes de paiement, l'Europe n'est pas forcément mentionnée. J'ai cité tout à l'heure le plan stratégique 2020-2022 du forum pour les systèmes de paiement portugais, qui est l'équivalent du CNPS. Il n'y a pas d'Europe. C'est l'information et la communication à l'égard du consommateur final, la promotion des moyens de paiement électroniques, mais l'Europe n'est pas forcément en priorité comme ça peut l'être dans le plan stratégique français. Donc, simplement un élément de nuance. Et après, en réponse au monsieur qui demandait, donc justement par rapport à ce qui explique le retard de la France, bien, c'est ce que j'évoquais en fait en première partie de cette chronique. C'est une raison qui est liée à l'histoire du modèle monétique français qui est très axé sur la sécurité. Il y a quand même une volonté d'avoir une approche prudente sur toutes les innovations, les moyens de paiement. C'est vrai que historiquement, les banques françaises et le régulateur également ont le souci de garantir la sécurité et que finalement, toutes les nouvelles briques qui viennent s'ajouter à l'écosystème ne remettent pas en cause une infrastructure basée sur la carte qui a déjà fait ses preuves en matière de sécurité et qui connaît un taux de satisfaction de 90% du côté des consommateurs, que ce soit sur le paiement de proximité ou le paiement à distance. Donc, il y a vraiment ce souci-là. Après, il y a bien évidemment d'autres raisons. J'ai évoqué les raisons concurrentielles. Donc, effectivement, les banques françaises, au départ, ont identifié l'open banking comme une recrudescence, finalement, de nouveaux acteurs et de concurrence sur ce sujet des moyens de paiement. Et bien évidemment, l'aspect systémique où on s'interroge sur, d'un point de vue prospectif, est-ce que l'open banking ne va pas remettre en cause les modèles existants et finalement faire émerger de nouveaux risques, en sachant que sur cet aspect systémique, la lecture a été revue puisque aujourd'hui, on sait, de par les différentes études qui sont réalisées sur l'open banking, que finalement, la banque va quand même rester un acteur majeur dans le paradigme d'open banking, puisque ce qui va changer, c'est pas forcément la place de la banque, mais plutôt la relation entre la banque et l'écosystème et entre la banque et le consommateur, particulier ou entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose que les entités ont. Oui. J'aimerais ajouter une remarque générale sur ça. Je dis toujours qu'en fait, jusqu'ici, l'économie est allée à la banque. Et moi, je crois que maintenant, la banque doit aller dans l'économie et fait partie des différentes user journeys qui sont dans le marché. Si on achète aujourd'hui une voiture, on est ici directement, la signature de l'assurance fait partie déjà de l'achat de la voiture. C'est une partie. Et aussi même le financement. Ça veut dire qu'il y a des différentes marques qui ont déjà financent aussi la voiture. Maintenant, si on voit maintenant vraiment dans toutes les démarches, dans les ERP des différentes sociétés, dans les softwares des différentes entreprises, des PME et des grandes sociétés, je crois que le paiement va se faire dans les applications et plus dans les e-banking des banques. C'est vraiment dans les B2B, l'open banking permet de le faire. Et ce qui est aussi, maintenant aussi, j'anticipe une question avec Swift, seulement les obligations légales qui sont définies dans la DSP2 donnent tellement de possibilités si on les mettrait tout en œuvre. Moi, je me fâche parfois un peu quand je vois sur LinkedIn les différentes annonces qui se font tout le temps avec les différentes Visa, Mastercard ou d'autres. Puis on voit maintenant toute l'innovation et où ça va aller vite, des fintechs se fait ensemble avec les anciens players de paiement. En fait, l'idée, c'était quand même de DSP2 de faire un peu foster innovation et se créer, nous, en Europe, et là, je parle vraiment politique, nous, en Europe, on crée des moyens de paiement européens et tout européens. Et pourquoi c'est le cas? Parce que les banques
ne montrent pas la même agilité que ces acteurs historiques de paiement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On se met maintenant, les banques se mettent d'accord pour le EPI, les requests to pay, et on discute, et là, mais pendant ce temps, ça prend tellement de temps, et les fintechs n'ont pas le temps pour attendre ça. Maintenant, seulement pour donner un exemple, le request to pay européen, avec les API que la DSP2 impose aux banques, on peut créer en tant que fintech le similaire sans la banque. Hein? Sachant si on le combine ensemble avec Instant Payment, c'est vraiment facile. C'est pas difficile à faire parce qu'il y a la garantie de paiement qui va être dans les API. Hein? C'est les Instant Payment qui permet vraiment aussi de créer des modèles permettant à challenger les cartes, même dans l'e-commerce. C'est vraiment, il y a tellement d'opportunités pour les banques de travailler ensemble avec les fintechs. Notre slogan, c'était Innovation Post Collaboration, mais c'est exactement ça. Mais c'est la collaboration. Et par contre, si on parle avec les banques en général, si on parle de la collaboration, on dit, oui, c'est quoi le prix? Comment je peux l'acheter? Hein, c'est un peu ça la partie. C'est de nouveau, je veux mettre l'innovation dans mon silo et je dois le pousser dedans. J'avais maintenant, dans un FinTech Innovation Forum au Luxembourg, on a posé la question à une grande structure américaine, une banque, mais comment un FinTech peut coopérer avec vous? Mais elle m'a répondu, elle doit respecter nos règles. Voilà. Et alors, ça décrit bien que l'agilité et le changement de culture n'est pas encore arrivé aux banques. Et ça, c'est pas un sujet luxembourgeois ou un sujet français, mais c'est en général un changement d'esprit qui s'impose. Et si ça ne s'impose pas, maintenant, on va rater, par exemple, de challenger les anciens moyens de paiement. Et voilà, peut-être c'est aussi parce que les banques gagnent aussi encore assez d'argent avec ces anciens moyens de paiement. C'est peut-être aussi, hein, mais il faut aller. Et genre, encore une remarque, maintenant on a parlé de Tink, on a vu, de nouveau, c'est Visa qui veut la clé, c'est une bonne chose pour Tink. Maintenant, Visa voulait déjà racheter une fois Plate en Amérique, et c'est le régulateur américain qui a dit non, à voir ce qui se passe en Europe. Parce que c'est vraiment un peu contrairement à ce que c'était l'objectif de DSP2, de pousser les banques à s'ouvrir et de faire de l'innovation en Europe. Et voilà. Merci Jacques, on avait pas mal de questions, donc je vais tenter de vous les poser. La question de Jean-Christophe Alliot était similaire à la précédente, puisqu'il vous demandait comment expliquer justement le retard de la France. Donc vous avez répondu à cette question, et vous, Jacques, vous avez répondu à la question de Christine Munoz. Est-ce que les API ne sont pas une menace pour SWIFT plus que pour les banques? D'autres questions, j'ai une autre question anonyme. Que faudrait-il faire en France pour faire bouger plus vite les lignes, les utilisateurs, les régulateurs, d'autres acteurs? Bon, vous avez un peu répondu à la question, mais si vous voulez compléter tout à l'heure, on aura encore un peu de temps. Et puis, certaines personnes... Alors, spectateurs anonymes, cela veut dire donc que l'open banking n'est pas sécurisé dans l'esprit des banques en France? Point d'interrogation. Est-ce que vous voulez rebondir par rapport à tout ça? Jacques, je vois... Oui, oui. Dire que l'open banking n'est pas sécurisé en France, il faut savoir que les standards de sécurité qui ont été mis en place grâce à la DSP2 sont quand même très bons. Et ils aident vraiment de sécuriser, et peut-être parfois trop, entre guillemets, le client dans ce processus. Il n'y a aucune donnée qui sort sans son consentement. Il n'y a aucun paiement qui est fait sans son consentement. Et il faut aussi l'aspect sécurité, il est quand même bien réglementé. Et aussi, maintenant, ce qu'on doit dire, l'utilisation de telles API de la DSP2 au niveau open banking, maintenant, il n'y a que des entités réglementées qui ont le droit d'y accéder. Ça veut dire on a quand même bien remis un peu plus de l'ordre dans ce marché. Avant, il n'y avait que du screen scraping, qui était toujours une zone un peu grise au niveau légal. Et maintenant, avec la DSP2, au niveau des API, quand même, c'est bien réglementé. En France et en Europe, c'est une nette tendance pour bien protéger les clients. Là, je ne peux pas, désolé, je ne sais pas qui a écrit, je ne peux pas être d'accord avec ce constat.
Merci Jacques. Andrea, on a abordé un petit peu la question justement des perspectives. Vous l'avez abordé là au travers donc des questions. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter? Puisque ce que je comprends, c'est que d'un point de vue opérationnel, il y a vraiment des opportunités dans le B2B. Il y a un vrai intérêt pour le corporate. Est-ce que vous pourriez, Andrea, nous apporter un peu plus d'éléments là sur toutes les Oui, perspectives? bien sûr. Alors, ce qui ressort en fait de l'étude, c'est d'une part un intérêt croissant dans le domaine du B2B, que ce soit les corporates ou autres secteurs sur ce sujet de l'open banking. Donc, l'idée, c'est que finalement, l'open banking peut constituer un asset pour accélérer la digitalisation des flux dans le domaine des entreprises, parce qu'il y a encore une marge de progression, comme vous le savez, sur ce segment-là. Et il y a des acteurs qui vont un petit peu plus loin dans la réflexion et qui imaginent demain, pourquoi pas, un fonctionnement en mode marketplace financière dans le domaine du B2B, en sachant que l'open banking est également perçu comme un élément pouvant directement converger avec tous les métiers de flux, par exemple la comptabilité. Donc voilà, c'est vraiment perçu comme un atout majeur dans le domaine du B2B, mais pour que ce soit effectif et concret, il y aura forcément un cap à franchir, c'est celui de l'information et de la pédagogie, puisque on a organisé en janvier 2021 un événement avec la FTE sur le thème de l'open banking, et à cet effet, la FTE, qui est l'Association française des trésoriers d'entreprise, avait fait un petit sondage dans la communauté des trésoriers pour avoir un petit peu l'appétence des uns et des autres par rapport à ce sujet-là. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est le manque d'information des trésoriers d'entreprise sur ce sujet. Donc, il y a un intérêt, mais je pense qu'il faut un peu plus peut-être apporter des éléments tangibles sur la définition technologique, le fonctionnement, pour que du coup les trésoriers puissent un peu mieux identifier de quelle façon ça peut se matérialiser dans le fonctionnement de leurs travaux au quotidien. Mais en tout cas, il est vrai que c'est l'une des pistes, je pense, pour l'avenir, parce que jusqu'à présent, on s'est beaucoup concentré sur le B2C, mais le B2B est vraiment un vecteur à fort développement, comme on le voit par exemple avec les réflexions qui sont réalisées actuellement en Europe dans le domaine du request to pay. Et puis toujours d'un point de vue prospectif, pour répondre à votre question, Sophia, donc dans l'étude, on s'est attaché à analyser l'open banking en tant qu'étape en soi, mais aussi comme une étape vers un nouveau concept, c'est celui d'open finance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, au sein de l'écosystème européen, on a une lecture, encore une fois, très différente d'un pays à l'autre sur le sujet de l'open finance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme vous le savez, la Commission européenne a présenté fin 2020 son plan Open Finance 2024. Donc, on sait que c'est la direction que le secteur va prendre en Europe dans les prochaines années. Maintenant, pour franchir le cap de l'open finance, il va falloir effectuer des travaux très opérationnels dans le domaine de l'open banking. On a beaucoup parlé de la standardisation des API, c'est un sujet majeur, mais il y en a d'autres. Il faut aussi travailler sur l'équité du partage de la donnée. Il y a beaucoup de banques européennes, notamment des petites structures, qui nous ont pointé le fait que toutes les banques ne jouent pas forcément le jeu dans le partage de la donnée et dans l'ouverture des API. Certaines informations sont partielles. Donc, je pense qu'il faudra aussi travailler sur ce sujet-là. Et après, pour franchir le cap de l'open finance, il faudra aussi répondre à d'autres interrogations technologiques et surtout réglementaires. Parce que si sur les comptes de paiement et l'univers transactionnel, on a quand même un fil conducteur européen avec une directive sur les services de paiement et un cadre très clair, notamment avec le RGPD et autres, dans l'univers de la finance en général, il y a plein de marchés différents. Donc, il y a le crédit, l'épargne, la banque d'investissement et autres. Et chacun est réglementé différemment au sein des États. Donc, ça va être un gros travail aussi de définir un cadre qui soit propice au bon fonctionnement, si j'ose dire, de l'open finance. Et ce sera ça, finalement, la prochaine étape. Mais bien évidemment, ça va prendre un certain temps, d'autant plus que tous les acteurs n'ont pas la même lecture du sujet. En France, l'open finance est souvent perçu comme quelque chose de très lointain. Mais il y a d'autres acteurs en Europe qui travaillent déjà, LuxHub par exemple, je pense que Jacques va en parler, et puis également en Espagne, Banco Sabadell, pour vous donner une illustration précise, qui a déjà intégré l'open finance dans son plan stratégique pour les prochaines années. Merci beaucoup Andrea. Jacques, peut-être juste rebondir sur ces prochaines étapes et puis les chances aussi de l'open finance. Oui, je crois qu'en fait l'open banking, c'est un proof of concept en fait. De tout ce qui va se passer au niveau Open Finance. Et comme André a bien décrit, il y a l'Open Finance 2024. Et je crois qu'ils vont être courageux, les régulateurs, de forcer les différents secteurs financiers et non financiers à s'ouvrir d'une certaine façon.
Maintenant, on est en train, nous, on travaille beaucoup au niveau Open Wealth. Hein. Là, on est vraiment sur les securities accounts. Et si c'est pas seulement les banques privées qui sont là-dedans, mais sont les assureurs vie, il y a les asset managers qui sont là. Il y a tellement d'industries où il y a beaucoup à faire et beaucoup de données où les clients auraient le droit direct de les partager avec n'importe qui. Hein, c'est le concept de gestion de consentement, comme c'est dans le cas de la DSP2. Et un autre use case, c'est aussi l'État. Pourquoi aujourd'hui un État ne met pas à disposition un API que les différentes sociétés pourraient intégrer dans le flux, ou à un certain moment, par exemple, je prends le certificat de résidence qui fait partie de beaucoup de KYC. Pourquoi il n'y a pas un bouton « Oui, je veux partager mon certificat de résidence avec l'assurance en question ». Alors, je m'identifie et je donne le consentement que l'État a le droit de partager cette information avec l'assureur. Et dans ce cas, on élimine la fraude parce qu'en fait, ça vient vraiment certainement de la bonne source. Et comme ça, de nouveau, de tout en tout, on vient dans tout le flux de la user experience en B2C et en B2B. Il y a les différents acteurs qui vont intégrer dans un flux. Et le vrai, et qui va gagner à la fin dans cette économie, c'est ceux qui réagissent, qui créent des flux où il y a un vrai plus-value pour le client final. Et c'est ça, je crois, que le régulateur voit. Nous, on est aussi actifs au niveau Open Finance, au niveau de la commission. Et quand on sent un peu les gens autour de la table, bien sûr, il y a de nouveau des gens qui vont perdre quelque chose. Mais je suis convaincu que si on a le courage de faire ça, qu'à la fin, l'Europe va gagner. Et je parle vraiment de l'Europe parce qu'on peut, si on donne cette possibilité de créer ces nouvelles user experiences, de créer des nouveaux produits à notre économie, de donner ce pouvoir à des entités réglementées fintech ou d'autres, d'intégrer les différents flux dans mon ERP, dans mon software, ça peut qu'aider au niveau innovation et au niveau compétitivité, aussi au niveau européen à toute l'Europe. Un autre exemple, c'est par exemple maintenant la blockchain, les smart contracts. Aujourd'hui, on devient de plus en plus ça, et au niveau dans le wealth, mais il y a des règles définies dans un smart contract. Si ça et ça va passer, alors je vais exécuter un paiement. Mais je peux lier le paiement, les instant payments directement derrière et l'initier si ça tient. Ça veut dire que c'est une automatisation importante qui est possible et de faciliter les flux et de dématérialiser aussi beaucoup. C'est vraiment tous les facteurs de l'innovation pourraient être forcés sur ça. Et je crois que, et souhaitons, et je suis le plus grand supporter pour la politique qui ont le courage de le faire, parce que c'est clair, il y aura beaucoup de lobbying derrière, mais c'est tellement, je serais ravi et je suis convaincu de l'économie d'application parce que ça crée vraiment de la valeur à l'intérêt du client. Merci beaucoup, Jacques. Alors, on a d'autres remarques et d'autres questions. On va tenter de finaliser notre chronique avec ces questions-là, si vous êtes d'accord, Andrea et Jacques. Alors, une remarque, attention à ne pas détourner le RTP de sa vocation initiale et de ne pas en faire un prélèvement à peine déguisé. La première force de l'instant payment est que l'émetteur du paiement est le payeur. Un usage tendancieux du RTP viendrait forcer le payeur à son acceptation. Jacques, peut-être une remarque très rapide parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait même proposer des paiements de compte vers compte dans le e-commerce et avec les instant payment et les API PSD2, il y a des use cases qui pourront se faire sans remettre en question la vraie raison de l'instant payment. Ça, c'était pas mon objectif de remettre ça en question. Et j'anticipe la prochaine remarque parce que j'ai un peu rigolé quand j'ai vu ça. Une alternative au chèque. Je crois que chaque moyen de paiement est un certain alternative du chèque. Et honnêtement, je crois que d'après ma vision, peut-être c'est aussi seulement un mythe, mais c'est vraiment la France, c'est les grands champions des chèques encore aujourd'hui.
Oui, et en plus, on a effectivement eu la semaine dernière un sujet lié à comment lutter contre la fraude chèque. Donc, c'est bien dans la culture française. Andrea, ça c'est une question pour vous. Les banques, alors donc de Jean-Christophe Alliot, les banques ne craignent-elles pas d'être remis en cause, de perdre leur place centrale et donc leur pouvoir face à ces évolutions et aux données qui leur échapperaient? Alors ça fait écho au niveau de lecture que j'ai évoqué au début de cette chronique, à savoir la crainte systémique. Donc effectivement, il y a beaucoup d'interrogations en termes d'open banking sur la remise en cause des modèles existants. Néanmoins, cette lecture a un petit peu évolué puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche opportuniste et les banques sont également conscientes que l'open banking peut également être vecteur de bénéfices puisque ça peut leur permettre justement de gagner en agilité, de gagner également en créativité, en inventivité pour se doter des atouts qui seraient susceptibles de leur permettre de mieux rivaliser avec ce que proposent les acteurs alternatifs qui sont dans une logique par essence globale, comme par exemple les néobanques ou encore les acteurs de l'Internet. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait un petit peu cette crainte systémique sur la remise en cause des modèles existants, mais aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans une logique opportuniste, d'autant plus que c'est vrai que les banques, aujourd'hui, elles sont conscientes que finalement, les études ont démontré que l'appétence des consommateurs finaux reste quand même très liée à la banque pour des raisons de sécurité essentiellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que même pour les jeunes générations millennials, qui sont pourtant très décomplexés à l'égard des usages digitaux, partage de la donnée et autres, ils sont quand même très enclins à faire confiance à une banque pour ce qui est, par exemple, de l'ouverture d'un premier compte. Il y a même beaucoup de jeunes qui disent qu'ils préfèrent avoir rendez-vous avec leur conseiller plutôt qu'ouvrir un compte sur une appli. Donc, il y a quand même ce côté-là qui vient rassurer la banque sur le rôle qu'elle sera amenée à jouer par l'avenir. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, les études ont démontré que si au départ, l'open banking était perçu d'une certaine manière comme une remise en cause du rôle de la banque au sein de l'écosystème des paiements, on voit que finalement, c'est pas la banque qui va disparaître, mais beaucoup plus la relation entre la banque et l'écosystème et la banque et son client qui va se transformer dans une logique plus ouverte, mais la banque restera un acteur central, ça c'est sûr. Merci beaucoup, André. Je veux ajouter un point là-dessus. Je crois que le grand gagnant de toute cette évolution, c'est le client final. Et s'il y a maintenant un nouveau défi, la question de comment on peut le résoudre, ce problème, d'une façon le plus agréable pour les clients, et pas l'approche comment on peut le résoudre en réutilisant notre ancienne technologie. C'est d'être ouvert au change et remettre en question l'ancien fonctionnement de la banque. Et ça, c'est vraiment le plus grand change. Parfois, nous avons des discussions avec des banques, on discute des points et des différents défis qu'ils ont, ils expliquent comment ils font et on fait une présentation, comment on le voit très naïvement. Et pourquoi ils ne continuent pas avec nous? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on pourrait le faire dans 20% avec 20% des coûts, comment ils font à l'instant. Et c'est ça, c'est parfois vraiment un défi, c'est de nouveau de mettre dans le centre de la discussion comment on résout un problème et pas dans le centre de la discussion, c'est qu'on peut le faire en interne avec nos outils. Et c'est cette transformation culturelle, parce que c'est aussi beaucoup culturel, et qui est nécessaire afin que les banques restent. Merci beaucoup, Jacques. Très rapidement, la dernière question, enfin même l'avant-dernière. Tout à l'heure, vous avez abordé, Jacques, la question de la crypto. Donc, je vous donne quand même cette question, même si vous avez commencé à répondre à la question. Est-ce que la technologie blockchain est-elle adaptée au paiement dans tout cela? N'est-ce pas une nécessité si on veut générer une rupture technologique et ajouter de la valeur dans les services de paiement? Oui, je sais, en général, maintenant, le open banking actuel ne permet pas cette possibilité à l'instant, mais je suis convaincu que si maintenant vraiment les smart contracts vont avoir une utilisation à plus grande échelle, on va trouver des moyens enfin de le permettre. C'est clair, on doit automatiser ces flux parce que si on peut déjà automatiser les contrats qui jusqu'ici c'était du papier, on doit quand même réussir de trouver une solution pour automatiser un paiement qui est déjà complètement automatisé aujourd'hui. Là, je vois, de mon avis, ça va venir si le besoin devient important. Merci, Jacques. Dernière question de Maurice Blanchard, notre président.
Merci de ce point très intéressant. Selon vous, qui va sortir gagnant de cette mise en place? Les banques sauront-elles aller vite sur les bons sujets? Les fintechs les plus agiles? Point d'interrogation. Là, je reviens un petit peu sur ce que Jacques a évoqué précédemment. Je pense que le grand gagnant, c'est le consommateur final qui va finalement tirer les bénéfices de l'open banking, en sachant qu'il faudra quand même que les entités financières et l'écosystème en général soient vigilants sur l'information et la pédagogie pour que l'évolution des usages se fasse de façon fluide et sécurisée. Mais a priori, oui, je pense que le grand gagnant de l'open banking, ça reste quand même le consommateur final, particulier ou entreprise d'ailleurs, parce qu'on s'est longtemps concentré sur le particulier, mais il y a de grosses potentialités sur les entreprises, comme on l'a évoqué pendant toute la durée de cette chronique. Et après, par rapport au sujet banque versus fintech, moi, je n'opposerais pas les deux catégories d'acteurs, parce que pour moi, elles sont installées dans une logique de collaboration, voire de co-création. Je pense que de toute façon, les banques ont intégré le fait que l'open banking est une obligation réglementaire et aujourd'hui, elles veulent tirer parti de l'open banking. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles n'en tirent pas également les bénéfices. Et concernant les fintech, on a bien vu qu'elles sont aussi dans une marge de progression stratégique. Donc, après, bien évidemment, ça va dépendre des niches qu'elles vont souhaiter adresser. Mais oui, je pense qu'a priori, il y a du positif pour toutes les typologies d'acteurs. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Jacques. Petite remarque, les banques utilisent les technos des fintechs. C'est une remarque de Jean-Christophe Alliot. Écoutez, on a atteint l'heure. Dans ces derniers temps, les 45 chronos débordent, mais parce qu'on a beaucoup de questions de nos participants. Donc, un grand merci à vous, participants, d'avoir contribué à cette chronique, d'avoir posé des questions pertinentes, des remarques. C'est ce qui fait un peu évoluer nos sujets. Ce que je comprends, en tout cas, Andrea et Jacques, c'est que effectivement, l'open banking, on y est, mais il y a encore besoin d'une construction d'une intelligence collective pour justement apporter à cet espace pan-européen un open banking adaptable avec des cultures différentes soit, mais une capacité à avoir une vision partagée. Je vous invite évidemment à lire l'étude d'Andrea, qui est une étude très complète. Ce sera peut-être la lecture de l'été, Andrea. Je l'espère. Je tiens à vous remercier, Jacques, encore de nous avoir donné votre regard, votre perception de l'open banking en tant que spécialiste d'ailleurs. Peut-être un petit mot sur l'UXHUB de votre part. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vouliez nous parler d'une autre activité au sein de l'UXHUB. Je vous laisse vraiment quelques instants avant de clôturer cette dernière chronique. Oui, en fait, d'abord, on a fait de la compliance PS2, ça veut dire on a mutualisé une plateforme permettant aux banques d'exposer des API et on fait aussi toute la partie opérationnelle pour les banques. On fait ça pour 40 banques de 10 pays. Et en fait, la nouvelle activité qu'on fait, en fait, toute la technologie qu'on a mis en place maintenant, on l'offre aussi à n'importe quelle industrie afin d'exposer aussi des API et d'une façon sécurisée, hautement sécurisée, sans faire l'effort nécessaire pour mettre en place un API Gateway, un API Management, toute la partie sécuritaire et aussi les talents nécessaires pour participer à cette nouvelle économie. Et on y croit que maintenant, d'abord, c'était les banques, mais les autres vont suivre très rapidement. Et il n'y a pas tout le monde qui veut ou qui a les moyens pour avoir un environnement tellement sécurisé pour participer à ce nouveau marché indispensable pour tous les acteurs dans 2 à 5 ans. Merci beaucoup, Jacques. Je vous remercie, vous inviter, de nous avoir partagé vos questions et à vous, Andrea et Jacques, de nous avoir partagé vos connaissances et puis les différentes évolutions de l'open banking, des perspectives, où est-ce qu'on en était. On a eu une belle image, une photo de ce qui se passe maintenant en France, mais aussi sur les différents pays européens. L'association du paiement vous remercie de votre participation régulière et on vous donne rendez-vous en septembre. Vous voyez, j'ai plus de voix, donc je pense qu'il va falloir s'arrêter pour l'été. On reprendra nos chroniques en septembre. Passez un très très bel été et prenez bien entendu soin de vous. Merci encore Andrea et Jacques. Merci Sophia, merci à tous. Merci pour l'invitation.